Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, je suis un web journaliste camerounais. Et merci de conserver votre confiance à cette chaîne YouTube, Urinews TV, votre plateforme d'information, de dénonciation et de sensibilisation autour des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la folie qui s'est emparée du régime de Paul Biya qui visiblement ne semble plus avoir le contrôle de la situation. La défaite est visible et maintenant, pour donner l'impression qu'on a la parfaite maîtrise de la situation, on décide de monter des scènes pour faire croire aux Camerounais et à la communauté internationale que les choses sont en train de revenir à la normale au Southern Cameroun, ou si vous voulez, en zone anglophone du Cameroun. Mais avant d'en arriver à ces crises de folie du régime de Yaoundé, un régime assassin, un régime criminel, un régime voyou, qui a semé la mort et la désolation en zone anglophone, j'aimerais apporter une certaine mise au point parce que il y a certains de mes followers qui généralement sont contre mes écrits, qui estiment que pour moi, en termes de violation des droits humains en zone anglophone, il n'y a que l'armée qui commet des crimes et que le camp d'en face, par contre, pour moi, n'en commet pas du tout. Alors, moi, je vais être clair concernant ce problème-là. Je vais être clair et direct. Alors, moi, je suis absolument contre le fait qu'on dise que je suis absolument contre les rapports de certaines ONG internationales et même de certaines chancelleries occidentales qui, lorsqu'elles veulent parler de ce qui se passe dans le Cameroun anglophone, ont toujours tendance à dire oui, les deux camps commettent des crimes. Mais attendez un peu. Sur le terrain de la crise anglophone, les rapports de force sont extrêmement disproportionnés. Vous avez d'un côté l'armée camerounaise, le pouvoir de Yaoundé à travers son armée, qui a tous les moyens, sur le plan matériel, sur le plan logistique, qui a la marine, qui a les avions de chasse, qui a des hélicoptères de transport des troupes, bref, qui a tout le matériel possible. Et ces jeunes, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont que leurs armes, ils n'ont que la volonté, ils n'ont que le courage, ils n'ont que la détermination. Alors, venir mettre ces deux forces en présence au même pied d'égalité en termes de violation des droits humains, franchement, moi j'estime que c'est plutôt à ce niveau que se trouve la mauvaise foi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que non, même les deux camps commettent des crimes. Non, vous avez un camp qui attaque, qui envahit, à savoir le pouvoir de Yaoundé à travers et les BIR, et les BIM, et les ceci et les cela. De l'autre, vous avez une population qui, à travers ces groupes d'autodéfense qu'ils appellent les Restoration Forces, se défend. Vous n'allez quand même pas reprocher à quelqu'un, parce qu'il me semble que la légitime défense, c'est un droit fondamental. Vous n'allez quand même pas accepter qu'un jeune anglophone voit sa maman être battue, violée, voit sa petite sœur tuée ou violée, voit son frère égorgé, tué et enterré par un soldat, et lui demander de rester là les bras croisés parce que non, il s'agit de l'État, il s'agit d'un militaire, etc. Non! Il a bel et bien le droit de se saisir d'une arme et de se défendre. C'est de son droit. Et parce qu'ils se défendent et qu'ils réussissent à neutraliser leur ennemi, on vient nous dire que non, même les deux camps
commettent des crimes. Mais ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Donc on arrête de... Vraiment, moi je ne suis pas, excusez-moi, hein, moi je ne suis pas d'accord avec ce théorème-là. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce théorème qui consiste à dire que oui, même les deux camps commettent des crimes. Non, il y a un camp qui attaque, il y a un autre camp qui défend. Quand l'armée part en zone anglophone, arrive dans un village, brûle les maisons, parfois avec leurs occupants à l'intérieur, viole des jeunes filles, viole des mamans, frappe sur des jeunes enfants et leur tire dessus. Mais alors vous voulez que ce peuple fasse comment? Qu'il se laisse exterminer? Non, il a bel et bien le droit de se servir d'une arme et de se défendre. C'est vrai, je reconnais qu'il y a parfois, il arrive des moments où ils en arrivent à des débordements. Par exemple, ils extorquent souvent de l'argent à des villageois en zone anglophone. Il y a des brebis égarées parmi eux, ça c'est incontestable. C'est incontestable. Parfois, il y a des moments où ils se permettent un certain nombre d'actes de violence vis-à-vis de la population. Il arrive des moments où ils s'égarent. Ça, c'est incontestable. Mais de grâce, n'allons pas les mettre au même pied d'égalité que l'armée qui a tous les moyens, dont les éléments sont les mieux formés. N'allons pas mettre au même pied d'égalité ces deux forces en présence, puisque en face, vous avez des jeunes inexpérimentés qui ont été formés juste pour une ou deux choses. N'allons pas les mettre au même pied d'égalité. En tout cas, moi, je ne suis pas prêt à le faire. Et quand les gens disent que oui, pour toi, le camp d'en face ne commet jamais des crimes, vous voulez que je fasse comment? Je ne vais pas me mettre à inventer des choses pour les attribuer aux Restoration Forces, à condition qu'il y ait un équilibre dans le rendu de l'information. Pour moi, ça ne veut rien dire. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alors, s'il n'y a que des scènes les crimes commis par le pouvoir de Yaoundé à travers son armée, et même ces milices terroristes qui me parviennent, alors vous voulez que je fasse quoi? Je ne vais pas à tout prix dire que oui, même les séparatistes font ci, ça, alors que je n'ai pas des témoignages qui me permettent d'en arriver à la conclusion selon laquelle même les Restoration Forces, même les groupes armés indépendantistes commettent des crimes. Je n'ai rien, aucun élément, aucun témoignage, rien. Vous voulez que je fasse comment? Tous les témoignages qui me parviennent, les informations et toutes ces informations, 98% portent sur les crimes commis par le pouvoir de Yaoundé à travers son armée, à travers ses milices. Alors que voulez-vous que je fasse? Donc vraiment, moi, je ne suis pas prêt à acheter cette théorie, ce théorème-là qui consiste à toujours dire, chaque fois que soit les ONG internationales, soit les gouvernements occidentaux sont appelés à parler de la crise anglophone, ou si vous voulez du conflit anglophone, qu'on dise que les deux camps commettent des crimes. Non. Le peuple anglophone a bel et bien le droit de se défendre contre l'agression, contre la barbarie, contre la répression, contre la sauvagerie. Ce sont eux qui sont en position de faiblesse. Ce sont ces anglophones-là, ce peuple-là qui est en position de faiblesse. Puisque le pouvoir de Yaoundé a joui des prérogatives de la puissance publique, a tous les moyens, matériels, militaires, logistiques, tout ce que vous voulez. Eux, ils sont en position de faiblesse. Et le journaliste, justement, parce que comme les journalistes camerounais passent le temps à dire que non, il faut être neutre. Non, 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 non. Un journaliste qui est neutre face à une injustice se met du côté de l'oppresseur, se met du côté de celui qui est l'auteur de cette injustice-là. Un journaliste, c'est celui qui est la voix des sans-voix, la voix des opprimés, la voix des plus faibles. Et dans le conflit anglophone, les plus faibles, c'est bel et bien le peuple anglophone.
Alors un journaliste doit donc se mettre de leur côté pour porter leur voix, pour porter leur cri. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc n'attendez pas de moi que je dise que, écoutez, en zone anglophone, même les séparatistes armés commettent des crimes. Les séparatistes armés sortent d'où? Vous pensez qu'ils viennent d'où? C'est des gars les gars qui sont originaires de là où ils se trouvent. Ce sont les enfants du quartier, du village, de la ville où ils se trouvent. Vous pensez qu'ils sortent du Tchad, du Nigeria, du Ghana, ou de je ne sais quel autre pays. Bon, c'est vrai qu'il y en a dedans qui ont servi dans des armées étrangères. Mais c'est des natifs du coin en zone anglophone, là où ils se trouvent. Ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne connaissent même pas la mentalité de la population. Ils se mettent à agresser la population. Non. Ils sont très proches de cette population-là parce qu'il y a un lien affectif, un lien parental avec cette population. C'est pour ça que cette population-là, quand l'armée arrive par exemple dans un village, ils demandent où est le camp, on va montrer nous. La population, les jeunes enfants, les jeunes gens que les soldats camerounais trouvent là, afin qu'ils leur indiquent le camp des Hama, refusent parce que ce sont leurs frères, ce sont leurs cousins et ils ne peuvent pas trahir leurs frères. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce lien parental là. Donc, de grâce, n'attendez pas de moi que je dise que vraiment les deux camps commettent des crimes. Même les séparatistes sont jamais. Même quand le peuple camerounais, le peuple francophone se battait pour l'indépendance, il y avait un parti qui s'appelait l'UPC, parce que ce que les anglophones sont en train de faire là, c'est un combat pour parachever leur indépendance, parce que le problème anglophone, en fait, est une problématique de l'échec de la décolonisation des États africains. C'est ça le problème anglophone. Alors, ils sont donc en train de se battre contre l'annihilation, contre l'annexion, contre l'assimilation, contre une recolonisation. Alors, quand l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, se battait pour l'indépendance, quand l'administration coloniale française a interdit l'UPC, qu'est-ce qui s'est passé le 13 juillet 1957? Qu'est-ce qui s'est passé? L'UPC a créé ce qu'on appelle l'ANLK, l'Armée nationale pour la libération du Cameroun, qui était la branche armée du mouvement indépendantiste de l'UPC. Alors, est-ce que parce que l'UPC avait pris les armes, alors ce parti-là n'a plus droit à un quelconque soutien? Des personnes éprises de liberté, de justice, d'indépendance? Nelson Mandela, qui a été une figure célèbre dans le monde pour la lutte qu'il a menée contre l'apartheid, l'ANC, c'est-à-dire que le parti qui se battait contre l'apartheid institué par les Boers en Afrique du Sud, donc les Blancs en Afrique du Sud. Quand l'ANC a été interdit, le parti a été interdit. Nelson Mandela et tous ces gars ont fait comment? Ils ont créé le Umkhonto we Sizwe, qui était la branche armée du mouvement indépendantiste anglophone et qui faisait même pire que ce que les séparatistes armés font là. Qui faisait pire. Poser des bombes à gauche et à droite. Mais malgré tout ça, Nelson Mandela, après avoir fait 27 ans de prison, est sorti le 11 février 1990 et il a été célébré à travers le monde comme une figure emblématique inoubliable de la lutte pour une cause juste, la cause des Noirs qui étaient opprimés, qui étaient victimes de l'injustice de la minorité blanche en Afrique du Sud. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, moi je ne peux pas me mettre à diaboliser les séparatistes armés parce que je suis conscient que le pouvoir de Yaoundé, de par sa folie de grandeur, de par l'idée que ce pouvoir-là a de sa toute-puissance, a poussé ces gars à bout, a poussé ces gars à ne leur laisser, à n'avoir aucun autre choix que de prendre les armes.
Donc pour moi, ils ne sont pas à blâmer du tout. Pas du tout. Tout comme Nelson Mandela et l'ANC n'étaient pas à blâmer, tout comme l'UPC n'était pas à blâmer, lorsque ces deux partis, chacun en ce qui le concerne, ont décidé d'opter pour la voie militaire, la voie des armes. Moi, je ne peux pas les blâmer. Bon, maintenant, venons-en au cœur du sujet. Vous avez pu remarquer ces dernières semaines que le régime de Paul Biya est aux abois. Ce régime-là est aux abois. Ce régime est devenu fou. Parce que ce régime-là pose les actes qui amènent les uns et les autres à se demander que ceux qui sont au pouvoir à Yaoundé, qu'est-ce qui leur arrive? Ils deviennent fous. Ils ont commencé la guerre, ils ont déclaré, Paul Biya a déclaré la guerre à ce qu'il a lui-même appelé les terroristes sécessionnistes. Le 30 novembre 2017, il a déclaré la guerre. Il dit que maintenant on s'est rendu compte que les choses sont devenues de plus en plus claires, que les revendications ne sont plus corporatistes, que c'est devenu une affaire de terroristes sécessionnistes. Il a envoyé les BIR et son armée et les BIM là-bas. Il se disait que non, vraiment. Et je me souviens, je vais vous raconter juste une petite anecdote. J'étais encore au Cameroun, au niveau de la poste centrale là. Donc pour ceux qui connaissent un peu Yaoundé, il y a un stationnement là, pour ceux qui vont jusqu'à Simalène, qui est un peu loin au niveau de l'aéroport là et tout. Bon, je ne sais plus qui j'allais attendre à l'aéroport qui devait arriver au Cameroun là. Et dans la voiture qui nous amenait en Simalène, il y avait un papa là. C'était en janvier 2018 comme ça là. Et je me souviens, des informations étaient en train de circuler comme quoi il y avait des trucs, des échanges de tirs à l'université à Boya et tout ça. Après, je voyais comment le papa était en train de dire, ah, dis donc, des petits gens de rien du tout. Nous avons une armée professionnelle. En 3 semaines, elle va régler le problème là. Oh, patati. Nous étions en janvier 2018. Paul Biya venait de déclarer la guerre aux terroristes sécessionnistes, entre guillemets. Alors, maintenant, comme ils se sont rendus compte que, comme le pouvoir de Yaoundé s'est rendu compte que les choses sont extrêmement difficiles, puisque, pour moi, sur le plan militaire, vraiment, cette guerre, elle a été perdue dans le pouvoir de Yaoundé. Ça, il ne faut pas se cacher pour le dire. Il ne faut pas se cacher pour le dire. Alors, se rendant donc compte que il est en train de perdre la guerre, qu'est-ce que ce pouvoir fait? Le pouvoir de Yaoundé passe de guerrier en metteur en scène. Oui, il est passé de guerrier, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à orchestrer à faire des mises en scène là, aux fins de guerre psychologique, c'est-à-dire pour donner l'impression à l'opinion camerounaise et internationale qu'on a la parfaite maîtrise de la situation. Et pourtant, c'était le début de la folie dont je parlais. C'était le début de la folie. D'abord, entre juin et août 2018, pour ceux qui ont pu remarquer, au cours de cette période, de plus en plus, on voyait les images des Amba Boys qui circulaient là. Des corps, des Amba Boys, bon, prétendus tels Amba Boys qui circulaient là. On voyait des corps avec des armes dessus, des trucs comme ça là, qui circulaient, et même parfois des vidéos qui circulaient de manière assez régulière, qui circulaient. Bon, à travers cette stratégie-là, le régime de Yaoundé a cru qu'il allait affaiblir le moral, des populations, en donnant l'impression à cette population, parce que ce régime se disait que, en voyant ces images-là, les populations allaient dire que, ouais, donc nos gars, ce sont nos gars qu'on est en train de finir comme ça. Là. Ah, tiens, dis-donc. Est-ce que ça vaut même encore la peine de continuer à contribuer pour cette guerre? Vraiment, nous on n'est même plus là. Vraiment, cette histoire-là, nos gars là, c'est vrai, ils ont de la volonté, mais ils ne peuvent plus rien. Vraiment, mieux on laisse.
Mais ils se sont rendus compte que tout ça c'était des fakes. Tout ça c'était le mensonge. C'est-à-dire que ces images-là, c'était des gars que l'armée tuait comme ça sur le terrain. Des jeunes gars qu'on zigouillait comme ça là. Et je me souviens, il y avait, il y a un profil, un faux profil Facebook. Je crois que c'est Fabien Asigana. Parce qu'on m'a dit par la suite, il s'appelle le profil de Manju Francis Nso. Je crois que c'est le profil de ce monsieur-là. Mais par la suite, j'ai appris que c'était plutôt Fabien Asigana qui est derrière ce profil-là. Ce faux profil. C'est ce faux profil-là donc qui propageait toutes ces fausses images-là. Des Amba Boys qu'on tue, on prend les armes, on met dessus. Beaucoup d'images comme ça ont circulé, des photos, des vidéos, beaucoup, que les agents du régime de Yaoundé sur les réseaux sociaux faisaient circuler. Ils ont fait circuler ça, circuler pendant peut-être 2-3 mois, de juin 2018 jusqu'en août-septembre 2018. Ils ont fait circuler de telles images sur les réseaux, circuler, pour affaiblir le moral des populations, pour les décourager, les populations anglophones. Bon, quand le régime de Biya se rend compte que ça ne marche pas, puisque les populations se sont rendues compte que c'était faux, qu'est-ce qu'ils font? Bon, entre septembre et octobre, novembre, décembre 2018, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé des faux Amba Boys, parce que je vous l'ai expliqué dans mes multiples vidéos ici, qu'il y a deux individus qui doivent répondre de la création des milices terroristes en zone anglophone. Ils vont là-bas, ils se comportent comme si ils étaient des groupes armés séparatistes, alors qu'ils sont là pour une mission bien précise, que le pouvoir de Yaoundé leur a assigné, à savoir kidnapper contre rançon, tuer et décapiter des civils comme des militaires, publier les images des victimes et donner l'impression que non, ce sont les séparatistes qui le font. C'est-à-dire que donner du grain à moudre aux ONG internationales, à la communauté internationale, en leur faisant croire que même les séparatistes commettent des crimes. Et c'est la preuve justement, et cette stratégie prouve justement que la vocation des Amba Boys n'est pas de terroriser les populations, puisqu'ils émanent de ces populations-là. Et c'est justement parce que le pouvoir de Yaoundé a compris qu'il existe cette symbiose entre les Amba Boys et la population, qu'il a mis en place toutes ces stratégies-là. Et ceux qui sont au cœur de cette stratégie, comme je le disais, c'est deux personnes. Un, il y a Tanganji. Tanganji qui est parent de beaucoup de groupes armés, beaucoup plus dans le nord-ouest dont il est originaire. C'est lui. Et il y avait même, bon, en fait, il y avait trois, comme Patrick Ekema est mort, c'est pour ça que moi je ne le cite pas. Il y a lui à Tanganji, deux, il y a Banku Emile, le colonel Emile Banku, qui a inspiré, c'est-à-dire que qui a émis l'idée de créer le faux Amba Boys là aussi. Sa sécurité militaire là est au cœur de cette stratégie. Voilà donc les deux personnalités qui doivent répondre au moment venu de toutes les atrocités commises par ces milices terroristes là. Alors ils ont donc créé tout ça là. Et ce sont ces milices terroristes là, souvenez-vous, qui en septembre 2018 ont attaqué le PJS-HS de Bafut. Ils ont tué le principal et ils sont allés kidnapper les élèves du PJS de Bafut. Ils sont allés kidnapper les élèves. Et Dieu merci, les élèves ont pu s'échapper. Ils sont allés témoigner sous la protection des Restoration Forces, les groupes armés séparatistes, que ce sont les militaires qui les ont kidnappés, les militaires déguisés en civil qui les ont kidnappés. Ils ont témoigné. Ce sont ces mêmes faux groupes armés-là qui sont allés dans la nuit du 8 au 9 septembre 2018. Ils ont pris le Caterpillar, un Caterpillar, une pelleteuse. Ils sont allés creuser un trou au niveau
à la sortie de Bamenda, sur la route Bamenda-Babadjou. Souvenez-vous, du 8 au 9 septembre 2018, ils sont allés creuser. Et ils ont pris la même pelleteuse, le même caterpillar pour aller détruire les bus d'Amour Mezam. Ils ont détruit au moins 4 à 5 bus d'Amour Mezam. Quand ils ont fini leur sale besogne, ils ont mis le feu sur le caterpillar et ils sont partis. Et ils ont commis leur basse besogne pendant des heures sans que les militaires n'interviennent. Pourtant, non loin de là où le coup a été porté, il y a une base militaire pas très loin de là. Il y a même des services du gouverneur qui ne sont pas loin de là. Ni la police, la gendarmerie, personne. Ils ont commis leur forfait, ils sont partis. Et c'est 3 heures après ou 4 heures après que les militaires sont venus là pour remblayer le trou que le caterpillar avait creusé. Tout ça, c'est le travail des milices, des Atanganji, des Bangu et tout ça. C'est leur travail. C'est de la folie tout ça. C'est de la folie parce que les gars se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre. Ils se mettent donc à faire toutes ces stratégies. Et la stratégie, le but de la stratégie, c'était quoi? Comme le pouvoir de Yaoundé a signé des contrats avec Patton Box, Mercure Plus, bref, les entreprises de lobbying américaines. Alors, ils avaient donc besoin des images pareilles pour envoyer à ces entreprises de lobbying-là, afin que ces dernières puissent aller mener une campagne contre la révolution anglophone sur la base de ces images-là, auprès des Nations Unies et des autorités américaines, pour les convaincre de ce que, et vraiment, vous-même vous croyez non, ces gars-là, ils disent qu'ils se battent pour libérer le peuple anglophone. Oh, regardez ce qu'ils font. Oh, ils sont allés attaquer les élèves à tel endroit. Oh, ils sont allés à Bafut. Oh, ils sont allés creuser la route Bamenda Babadjou à l'entrée de Bamenda. Oh, ils ont cassé les bus. Oh, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Juste pour tourner la communauté internationale, pour dresser la communauté internationale contre la lutte des anglophones. Et en plus de ça aussi, il y a eu l'enlèvement de 75 élèves dans une école à Bamenda. C'était en novembre 2018, vous-même. Les Amba Boys ont pris le véhicule pour transporter jusqu'à 75 élèves en pleine Bamenda, en pleine ville de Bamenda. Ils sont allés où avec ces enfants-là? Et c'est par la suite qu'on se rend compte que parmi les ravisseurs de ces 75 élèves enlevés à Bamenda en novembre 2018, il y avait un certain Rostam Van, habitant le quartier Nkolfou à Yaoundé. Donc dites-moi, donc les Amba Boys, on sait que ce sont les anglophones qui parlent le pidgin et tout. Qu'est-ce qu'un petit Rostam Van, habitant le quartier Nkolfou à Yaoundé, vient faire parmi les Amba Boys? Vous comprenez donc que ce sont des groupes créés de toutes pièces par le pouvoir de Yaoundé pour détruire l'image des vrais Amba Boys qui se constituent en rempart pour le compte de la population anglophone contre la barbarie répressive du pouvoir de Yaoundé. C'est-à-dire que ce sont ces groupes armés créés par le pouvoir de Yaoundé pour dresser et la population locale et l'opinion internationale contre les vrais Amba Boys. Parce que souvenez-vous, quand ces faux Amba Boys sont allés creuser la route à l'entrée de Bamenda, souvenez-vous que même la presse internationale s'en était emparée parce que c'était ça l'objectif recherché. Permettre que la presse puisse emparer, surtout la presse internationale. Et là, ils ont réussi leur coup. Mais sauf que ceux qui ont un peu de jugeote, un peu de bon sens, vont se poser mille et une questions. Mais le coup a été perpétré à un endroit qui n'est pas très loin d'une base militaire. Où étaient les militaires en ce moment?